Alors, comme beaucoup de notions abstraites, l'idée de style nous vient d'un objet très concret, le stylus, qui désignait en latin tout objet effilé et pointu. De ce stylus, nous avons hérité le stylo pour écrire, mais aussi le stylet, poignard dont la lame très fine est conçue pour infliger des blessures profondes et difficilement guérissables. Jean-Jacques Dupérou, qui jamais ne troqua son stylo pour un clavier, savait, et beaucoup en garde des cicatrices, le manier aussi comme un stylet. Sa graphie acérée, parfois difficile à déchiffrer, ça vient d'être dit, prévenait d'avance ses correspondants des piquants parsemés dans ses lettres. J'ai le souvenir d'avoir un jour évoqué ce sujet avec lui en marge d'un colloque de droit social où avaient été évoquées les pratiques d'embauche révélées par le rapport Lyon-Con. Il me confia qu'une de ses amies avait soumis à son insu l'une de ses lettres à un graphologue consultant des entreprises. Le verdict de l'homme de l'art fut sans appel, à n'embaucher en aucun cas. Alors qu'il m'invitait à partager son indignation face à une telle stigmatisation, j'avoue avoir eu du mal à imaginer Jean-Jacques Dupérou en employé modèle et obéissant. Car jusqu'à son dernier souffle, il vécut et travailla en homme libre. Et jamais il ne se plia aux puissants, qu'ils soient politiques, économiques ou académiques. Et cette liberté, qui fut sa qualité première, est, me direz-vous, le premier des droits et des devoirs que la Constitution attache au statut des universitaires. Mais force est de reconnaître qu'en des temps où leur travail est considéré comme une marchandise, beaucoup ont du mal à se maintenir à la hauteur du privilège qu'il aurait ainsi reconnu. Alors, si le style peut blesser, il peut aussi éclairer, car il a cette vertu singulière de rendre des abstractions sensibles, de révéler une personne dans l'application d'une norme. Et nulle part cette vertu ne se voit mieux que dans le geste du calligraphe qui exprime le plus profond de son être en se soumettant à la légalité d'un signe. Le style, en effet, désigne à la fois une référence normative, par exemple le classicisme, le romantisme ou l'impressionnisme, et une façon unique de s'y conformer, par exemple celle de Corneille, Goethe ou Cézanne. Et tel est bien le sens de la fameuse sentence le style est l'homme même que Buffon prononça dans son discours de réception à l'Académie française, d'un style du reste lui-même fort obséquieux. Le talent d'écriture de Jean-Jacques Dupérou s'est aussi nourri de sa grande culture littéraire artistique. Il affectionnait particulièrement, on le sait, les maîtres du roman noir, grands sociologues de l'après-guerre, et comme eux, il donnait d'autant plus à comprendre qu'il était sobre de mots. Voici par exemple, pour ne pas encore trop nous éloigner des stylets, comment, à l'approche des cérémonies du bicentenaire de la Révolution, il capture l'attention des lecteurs du journal Le Monde, ordinairement peu enclins à se soucier du sort des jeunes détenus. L'an dernier, à la Santé, un détenu tentait de se donner la mort en s'enfonçant un clou dans le cœur. C'est en partageant avec eux la blessure que lui avait infligée ce clou qu'il ouvrait ses lecteurs à la compréhension de l'univers carcéral dont il documentait ensuite précisément les effets les plus délétères. Ainsi pouvait-il les amener à admettre, je cite, que quand une société n'offre strictement rien à des légions de jeunes, elle les condamne à la délinquance avant de les condamner pour cette délinquance et de s'en débarrasser en les entassant dans les prisons dépotoirs avec les irrémédiables cercles vicieux que l'on sait. Fin de citation. Alors son ton n'est pas toujours aussi grave, et c'est sur une note d'humour noir que débute par exemple son commentaire de l'arrêt Pousset et Pistre, dans lequel en 1993, la Cour de justice européenne a livré sa définition juridique de la solidarité. Je cite. « Je n'en avais pas demandé tellement, s'écria une vieille lady qui venait de réclamer de la glace pour son whisky,
lorsqu'elle vit l'iceberg funeste se dresser devant le Titanic. Le décor est ainsi planté et le lecteur, confortablement installé à bord de l'état social, voit se profiler, incrédule, le naufrage du principe de solidarité. En France, c'est le Conseil constitutionnel qui, quelques années plus tard, s'est employé à le saborder en ouvrant aux assureurs privés la brèche du marché fort lucratif de l'assurance complémentaire santé. Justifiant la crainte d'un gouvernement des juges, exprimée par Duperrot dès 1989, les sages de la rue de Montpensier ont tenu pour nul et non avenu le degré élevé de solidarité entre les entreprises d'une même branche d'activité que le législateur entendait pourtant instaurer en s'appuyant sur cette jurisprudence européenne. D'ailleurs, l'un des sages qui participa au délibéré de l'une de ces décisions était lui-même ancien directeur des affaires juridiques d'AXA, puissant assureur ayant mené campagne pour cette ouverture au marché. Je serais commandé de dire, paraphrasant ici ce que nous a dit Jean-Emmanuel ce matin, que le Conseil constitutionnel en France, mais pas en Pologne. Il faut rendre grâce à Jean-Jacques Duperrot de n'avoir eu de cesse de dénoncer avec courage et une ironie mordante la façon dont les puissants s'exonèrent ainsi souvent du respect des principes les plus élémentaires dont ils sont censés être les gardiens. Alors, pardonnez-moi, je vais citer Montesquieu. Montesquieu écrit « Il y a de certaines vérités qu'il ne suffit pas de persuader, mais qu'il faut encore faire sentir. Telles sont les vérités de morale. » C'est parce qu'il noue, au sens de nouer, la sensibilité et l'objectivité, que le style sert la compréhension des affaires humaines. À la différence des sciences naturelles, les sciences dites de l'homme et de la société ont pour objet des sujets, des êtres doués de conscience. Elles manquent donc leur cible. Si singeant les sciences de la nature, elles réduisent ces sujets à l'état de choses, d'objets dont le fonctionnement pourrait être entièrement rapporté à des causalités de type mécanique. C'est la raison pour laquelle les grands juristes, comme les grands historiens ou les grands philosophes, se reconnaissent aussi à la qualité de leur style, c'est-à-dire à leur capacité de faire sentir à leur lecteur la signification des données objectives qu'ils ont minutieusement réunies et mises en ordre pour comprendre un phénomène donné. Et Jean-Jacques Duperrot s'inscrit dans cette longue lignée de juristes qui ont su poser sur le phénomène juridique des mots justes qui nous le rendent intelligible. Les institutions, en effet, sont des édifices symboliques dont la compréhension suppose, comme l'écrit Paul Valéry, de rendre présentes des choses absentes. C'est ce que fait par exemple Loisel lorsque, détournant son sens une glose des instituts de Justinien, il donne à saisir le consensualisme par la très célèbre formule « on lit les bœufs par des cornes et les hommes par des paroles ». Ou bien Georges Sell, lorsqu'il observe derrière la figure abstraite du législateur, je cite, « une classe légifère dans son intérêt propre avec un instinct si fatal qu'il confine à la bonne foi ». Fin de citation. Ou encore Carbonnier, lorsqu'il nous dévoile l'abstraction du concept juridique de bien, en écrivant, je cite, que le droit a recouvert le monde bariolé des choses d'un uniforme capuchon gris. Fin de citation. Duperrot a eu ce même génie des formules lorsqu'il a éclairé la machinerie extraordinairement complexe des régimes conventionnels de solidarité avec l'image si facile à saisir d'un pot commun. Ce pont que le style parvient à tendre entre l'objectivité des abstractions juridiques et leur compréhension subjective est aussi celui qu'il faut emprunter pour aborder la question de l'engagement. Il ne fait pas de doute que Duperrot ait été un juriste engagé. Son œuvre a été animée par une profonde sensibilité aux injustices sociales. Ainsi, pour explorer l'abîme qui sépare l'expérience de la vie des nantis de celle des déshérités, il commence par nous transporter, je cite ici un article du Monde, dans, je cite, les paresseux étés d'une faune insolite, vivant en vase totalement clos, loin des tristesses de ce monde, entre ces gentilhommières du Luberon, de la Côte d'Azur, et les grandes premières des festivals d'Aix-en-Provence ou d'ailleurs. Mais les étés aussi ont une fin. L'automne revenu,
les représentants les plus médiatisés de cette gauche caviar doivent reprendre la mission harassante dont ils se sont investis et qui consiste à donner des leçons de morale au monde entier et à leurs concitoyens en particulier. Fin de citation. La conversion de l'intelligentsia française à la raison néolibérale lui inspira ainsi des articles dont on aimerait pouvoir ne retenir que la qualité littéraire. Mais hélas, le fond non plus n'a pas changé. Qu'on en juge à la critique qu'il fit de l'un des innombrables rapports émanant de ce cercle de la raison, le rapport Minck sur la France de l'an 2000. Je cite, je prête ma voix à Jean Charest. On connaît le thème à la mode très chic, la France a choisi le chômage. Plus précisément, des salariés sans cœur et des syndicats irresponsables. Alors, voilà. Non, mais là, c'est pas de voir un hasard, je comprendrais bien. Les forces obscures essaient de. Bon, ça a l'air de bien vouloir. Je ne vous redécris pas les paresseux-étés, mais je reprends la citation du thème à la mode très chic, la France a choisi le chômage. Plus précisément, poursuit Dupéroux, des salariés sans cœur et des syndicats irresponsables ont fait porter leurs efforts sur l'amélioration du sort de ceux qui ont un emploi en n'hésitant pas à sacrifier ceux qui n'en ont point. Depuis 2 siècles, la même obsession névrotique des nantis, les ouvriers se goinfrent. Et la commission Minck de conclure qu'il faudra désormais ne plus être aussi follement généreux à l'endroit des smicards. Fin de citation. Refusé par le monde, dirigé, il est vrai, à l'époque par un triumvirat composé de Jean-Marie Comandani et Louis Plenel et Alain Minck, cet article fut finalement publié dans Libération. Aujourd'hui, il se pourrait bien qu'il soit fustigé par les juristes qui se reconnaissent dans le mot d'ordre « juriste, taisons-nous ». Aurait-il fallu ordonner à Dupéroux « Dupéroux, tais-toi ». Aucun de ceux qui l'ont connu, qui l'aimaient ou détesté, ne peut sérieusement imaginer qu'il aurait obéi à une telle consigne. Il aurait plutôt répliqué en citant ce que son père, Henri Dupéroux, lui aussi professeur de droit, ça a été rappelé, écrivait en 1938 de cette prétention positiviste à interdire aux juristes de se prononcer sur les questions de justice. Je cite ici Henri Dupéroux. Nos positivistes juridiques ont beau vouloir proscrire cette gênante notion de justice, en finir avec elle, la séquestrer je ne sais où, boucher toutes les issues, le caractère téléologique du droit la réintègre nécessairement à sa place. Elle s'infiltre par chaque règle, elle réapparaît dans l'exécution ou dans le refus de l'exécution, toute tentative de colmatage et d'avance vouée à l'échec, elle soigne, si j'ose dire, de toutes parts. Fin de citation. L'interdiction faite aux juristes de se prononcer sur la justice des règles qu'ils ont pour mission d'étudier a une longue histoire, une longue et peu glorieuse histoire, dont aujourd'hui encore nos collègues chinois ou turcs pourraient nous entretenir à mots couverts. En 1943, Ripper, qui avait mis en œuvre les premières épurations politiques et raciales du corps enseignant, prétendait ainsi que, je cite, « l'homme de science avait droit de se désintéresser des conséquences pratiques de ses études ». Étrange vision de la science du droit. Elle est comme la médecine, une science de l'homme. Or, quel professeur de médecine pourrait prétendre se désintéresser des conséquences pratiques de ses études sur la santé? Nous sommes redevables à Danielle Lochac, ici présente, d'avoir mis en lumière les errements où cette prétention à la neutralité axiologique avait pu ainsi conduire certains juristes sous Vichy. Depuis lors, il me semble qu'elle a critiqué le fait que certains collègues aient exprimé dans les médias des opinions dont je pense qu'elles étaient divergentes des siennes, motif pris, je cite, que le fait même que des juristes puissent, en excipant leur qualité de juriste, prendre des positions aussi divergentes, montre bien que le véritable enjeu n'est pas juridique, mais politique.
Fin de citation. L'expression d'opinions divergentes serait donc par nature politique et étrangère à la science du droit. Cette sphère scientifique serait-elle donc peuplée de savants déconnectés des débats de leur temps et communiant dans une même représentation de la vérité juridique? Comme l'ont montré les travaux d'histoire et de sociologie des sciences de la nature, de tels savants ne se trouvent même pas en physique et en chimie. S'agissant du droit, dont le noyau nucléaire est l'art du procès, une telle conception est proprement renversante. Tout cet art consiste à faire jouer le principe du contradictoire en vue de la plus grande justice possible dans l'interprétation et l'application du droit. Et donc les juristes qui prétendent s'en affranchir cessent d'en être et doivent se préparer à céder leur place à des algorithmes. Dans les dernières lignes de son dernier article, publié en 2018, Jean-Jacques Dupeyroux a brossé le portrait robot de ces juristes hors du monde. Je cite: « Comme on vide ses poches à l'entrée d'une prison, on voudrait que ces hommes et femmes se dépouillent de leur hérédité, de leur éducation, de leur milieu social, de leurs convictions politiques, de leurs engagements sociaux, etc., pour se transformer en invertébrés gazeux, appliquant mécaniquement des règles de droit avec l'impartialité du robot dressé à corriger les fautes d'orthographe. On hésite entre Kafka et Ionesco. Si l'on ne voit pas bien ce qui pourrait justifier l'exclusion des juristes de l'espace public, on ne voit que trop bien, en revanche, les effets d'une telle excommunication. Elle nourrit tout d'abord le soupçon multiséculaire d'une connivence des hommes de loi œuvrant dans l'ombre au service des puissants du moment. C'est un très vieux thème. Dans le Henri VI de Shakespeare, il y a le mot d'ordre: que faire pour commencer? Commençons par tuer tous les juristes. Alors, je cite la mise en garde à cet égard de Dupeyroux dans ce même ultime article. Il écrit ceci: « Les béotiens sont facilement enclins à redouter les connivences qui peuvent se nouer entre professionnels œuvrant à des titres divers dans le monde ésotérique du droit trop refermé sur lui-même. L'exhibition d'une solidarité interprofessionnelle qui verse dans l'excès est évidemment à même de renforcer ces inquiétudes. Et par-dessus le marché, certains ne manqueront pas de persifler. Est-il normal que des juristes de plus en plus fréquemment invités à entrer dans les contentieux judiciaires se livrent à un éloge surjoué des juges appelés à connaître de ces contentieux ?» Fin de citation. À ce premier risque s'en ajoute un second plus considérable. Proscrire les controverses juridiques de la sphère publique conduit à substituer à un débat contradictoire nourri d'arguments rationnels un marché, une foire d'empoigne où chacun est sommé de choisir son camp selon une logique ami-ennemi dont les chaînes de désinformation continue nous donnent jour et nuit l'affligeant spectacle. Plutôt que de chasser les juristes de l'agora, on serait mieux avisé d'exiger d'eux qu'ils dévoilent les conflits d'intérêts susceptibles de faire passer pour une opinion savante une parole stipendiée par des groupes d'intérêt économiques. S'il n'y avait qu'une seule leçon à retenir de l'œuvre et de la personne de Jean-Jacques Dupeyroux, ça serait celle du courage, de l'intelligence et du professionnalisme avec lesquels il a toute sa vie défendu une certaine idée de la justice sociale. Non pas en tant que citoyen, assénant ses certitudes, mais en tant que juriste, à l'autorité incontestée et incontestable. Une telle autorité repose sur 4 pieds. La liberté universitaire, entendue comme un devoir et pas seulement comme un droit. L'art de la controverse, qui suppose de prendre au sérieux les opinions divergentes des siennes. L'association de la maîtrise technique et de la culture générale. Et enfin, last but not least, le souci de la justice. Jean-Jacques Dupeyroux restera comme l'une des grandes figures d'une telle autorité, capable de livrer au public des argumentations d'une rigueur et d'une solidité redoutables dans un style qui ne l'est pas moins. Merci de votre attention.